Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. On a été pris un petit peu en avance, on nous voit en train de rigoler. Bonjour et bienvenue à ce live de Confine ta science. C'est le 10e live. Aujourd'hui, je me représente rapidement. Moi, je suis Paul. Je suis Maxime. Et on est tous les deux médiateurs dans l'association TRACE, qui est une association qui fait de la médiation scientifique et de l'éducation populaire autour des sciences. Et on travaille à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, qui est un centre de sciences à l'entrée de l'ESPCI, un centre de recherche à Paris. Aujourd'hui, on va vous parler de recherche participative et du lien qu'on peut faire entre la recherche participative et les jeux vidéo. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je vais laisser la parole à Maxime qui va vous raconter un peu les règles de ce qu'on fait, de comment ça fonctionne pendant nos lives. En tout cas, pour un petit peu teaser ce qu'on va faire plus tard, on va pas tarder à faire des choses en collaboratif, de jouer à des jeux dont on vous a envoyé des liens. Si vous êtes inscrit en avance, on vous a envoyé les liens en avance pour que vous puissiez vous inscrire. Et puis, restez avec nous pour pouvoir faire tout ça. Eh bien, merci Paul pour cette introduction. Je vais revenir sur juste 2-3 petites règles de fonctionnement, comment ça marche, ce Twitch, etc. Avant qu'on présente le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on se retrouve sur cette plateforme qui s'appelle Twitch, dont maintenant beaucoup d'entre vous sont familiers, et on commence à l'être de plus en plus, même si on a des petites difficultés techniques par moment. Alors, Paul a présenté l'équipe. 2-3 petites choses techniques sur la droite. J'ai présenté que l'équipe visible, pas les hommes et les femmes de l'ombre. C'est vrai. Dans l'ombre, on parlait de technique. Dans l'ombre, on a Clémentine aujourd'hui qui va gérer tous les changements de plan, les partages d'écran, etc. Dans le chat, on a donc aussi Clémentine qui discute aussi dans le chat et on va voir Confine ta science qui va pouvoir répondre à vos questions, à vos problèmes, essayer de vous conseiller et qui mettra aussi, très important, des liens lorsqu'on le lui demandera. C'est Arnaud. Il mettra des liens sur lesquels vous aurez besoin de cliquer pour nous accompagner dans cette animation. Donc ce chat, on vous demande de respecter quelques consignes histoire que ça puisse être un outil dont on se sert en fait. Donc les consignes du chat, elles sont écrites en dessous de la vidéo. C'est toutes des choses de bon sens. On vous laisse aller jeter un coup d'œil. Voilà, le but c'est qu'on puisse utiliser le chat pour interagir avec vous, donc qu'il ne soit pas complètement envahi, etc. Et je vois que donc dans le chat, on nous signale déjà que c'est bizarre. Aujourd'hui, il y a le chat qui est sur l'écran. C'est normal, on a décidé de tester ça aujourd'hui. Ça nous permet aussi, quand on va récupérer et garder les vidéos après, de conserver le chat, même si la vidéo n'est pas conservée sur Twitch, ce qui est quand même vachement pratique. Mais comme d'habitude, cette animation, comme toutes nos autres animations, c'est l'occasion de découvrir quelque chose. C'est une introduction. Et donc à la fin, vous aurez un lien vers toutes les ressources qu'on aura mentionnées, les choses qu'on aura utilisées, essayées ensemble. Ce sera sous forme d'un Padlet comme d'habitude. Et voilà, je pense que c'est bon pour les règles de fonctionnement. Ah si, pardon, dernière chose, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc là, on va lire le chat, nous essayer d'y répondre. Il n'est pas impossible qu'on rate quelques questions de temps en temps, mais on essaiera de les récupérer à la fin, parce qu'en plus, Arnaud garde vos questions. Mais on ne peut poser de questions dans le chat que si on a un compte. Donc vous pouvez vous créer un compte, c'est rapide. Si vous n'avez pas envie ou vous ne pouvez pas, vous pouvez envoyer un mail avec votre question à l'adresse que Arnaud va mettre dans le chat, et qui est donc confinetascience@gmail.com. Je ne sais pas ce qu'est un Roblox. Non, il n'y aura sûrement pas de Roblox, vu qu'on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi répondre. Je pense qu'on peut répondre non. On est assez tranquille là-dessus. Donc, on va commencer l'animation. Donc, on va être ensemble pendant à peu près 1 heure. Ce qu'on va faire, pour résumer dans les grandes lignes, dans un premier temps, on va parler de ce que c'est le thème de la recherche, qui est la recherche participative. On va essayer de voir si vous avez une idée de ce que c'est, s'il y en a parmi vous qui en ont déjà fait, si c'est que voilà, on va voir ce que vous connaissez de la recherche participative. On va faire une petite activité ensemble, dont je ne vous dis pas tout, avec Maxime. Vous allez faire une petite activité et on va, en collaboration, construire quelque chose. Et ensuite, ça ne sera pas vraiment un jeu vidéo, ça sera un peu moi, l'algorithme qui va faire les trucs derrière.
Et ensuite, on va voir comment la recherche participative, ça peut être mis en lien avec les jeux vidéo. Ça arrive que ça existe des jeux vidéo qui nous permettent de faire de la recherche participative. Peut-être pour commencer, peut-être juste pour commencer une anecdote, peut-être qu'au milieu des informations sur le confinement et la crise actuelle, vous avez peut-être vu passer des informations sur le fait qu'il y a un jeu vidéo en ce moment qui est assez connu, qui s'appelle Borderlands 3, qui fait pas mal parler de lui, parce que dans ce jeu, il y a une application de recherche participative qui a été ajoutée. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je vois un « ah bon », donc je suppose que ça c'est quelqu'un qui n'était pas au courant. En tout cas, bon, bah, voilà, j'ai vu passer l'information. Donc je vous le dis, c'est aussi pour ça que c'est un sujet d'actualité de parler de recherche participative dans les jeux vidéo. Dans ce jeu Borderlands 3, il y a la semaine dernière, en tout cas il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, je ne sais plus quel jour, il y a un ajout qui a été fait, un add-on dans le jeu qui existait déjà. Ils ont rajouté une borne à laquelle on peut jouer pour faire de la recherche participative. Et donc c'est quelque chose qui a vraiment été co-conçu avec des équipes de recherche. Et donc, puisqu'on parle de recherche participative, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis tout à l'heure, j'ai répété au moins 12 000 fois le mot recherche participative. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est quand je dis recherche participative? Est-ce que vous sauriez un peu expliquer ça dans le chat? Alors, on nous dit, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore les réponses dans le chat. Si vous avez des. Donc, oui, pour répondre aux questions sur Borderlands, le jeu, c'est Borderlands 3. Et dedans, ils ont rajouté quelque chose qu'ils appellent Borderlands Science. Alors, la recherche participative, on dit, c'est on cherche tous ensemble, c'est vrai. Mais c'est qui? Alors, peut-être on peut se demander, ça veut dire quoi on cherche? Ça veut dire quoi tous ensemble? On participe à une recherche scientifique à plusieurs. On recherche avec des participants, comme faire un sondage. La recherche participative, c'est des scientifiques qui demandent d'observer des trucs. Emma nous dit que c'est de la science en s'amusant dans les jeux vidéo. Alors, peut-être déjà, avant de comprendre un peu ce que ça veut dire la recherche participative, on va peut-être tout simplement déjà commencer par se demander c'est quoi la recherche, pour commencer. La recherche, alors je ne sais pas si vous savez comment peut-être le définir. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui pourrait nous donner une définition? C'est quoi la recherche, déjà, la recherche tout court? Alors, il faut le temps que ça arrive, hein, bien sûr. La recherche scientifique. Alors là, pour l'instant, j'ai toujours des réponses à ce que c'est la recherche participative. Et j'attends de voir, donc dès que dans le chat, on aura des définitions de la recherche, se poser des questions et chercher les réponses, et observer des choses et noter des résultats. Ok, donc par exemple, alors j'aime bien la définition, se poser des questions et chercher les réponses. C'est un peu souvent comme ça que j'aime bien définir simplement la recherche, c'est de se dire que faire de la recherche scientifique, c'est se poser des questions et chercher les réponses en utilisant du coup la science, si c'est de la recherche scientifique. Souvent, la recherche, c'est fait par des personnes dont c'est la profession, dont c'est le métier. Et les personnes dont c'est le métier, peut-être vous connaissez comment on appelle le métier des personnes qui font de la recherche? Donc, là, pour l'instant, j'ai encore dans le chat ce qu'au font les scientifiques pour définir la recherche, c'est essayer de répondre à des questions avec des protocoles. Mais là, on nous dit que le métier des personnes qui travaillent dans la recherche, c'est des chercheurs. C'est vrai, c'est le métier le plus connu. Et puis, quand c'est une femme, on appelle ça... pardon, j'ai perdu un morceau de stylo. Des chercheuses. C'est pas les seuls professionnels qui font de la recherche. Il y a aussi plein d'autres métiers autour du métier de chercheur. Il y a techniciens, techniciennes, ingénieurs. Il y a aussi toutes les personnes. La recherche, c'est pas juste chercheurs, c'est vraiment toutes les personnes, tous les professionnels qui travaillent dans les laboratoires et qui travaillent. Alors les thésards, effectivement, mais qui travaillent aussi. Toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la recherche, et ça représente plein de métiers différents. Mais en général, c'est vrai, la recherche, c'est fait par des professionnels. Eh bien, la recherche participative, ou la recherche citoyenne, qu'on appelle parfois, c'est quand on décide de faire participer à la recherche des personnes qui ne sont pas des professionnels, mais aussi, du coup, n'importe qui, des citoyens et des citoyennes, et qui participent à leur tour à la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la recherche participative ou citoyenne. Qu'est-ce que
Du coup, on peut se demander à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire de la recherche où il y a des non-professionnels qui participent? Pourquoi on ferait de la recherche participative? Pourquoi on ne laisse pas juste les professionnels faire? Et des fois, on se dit, tiens, ce serait bien de faire participer des citoyens. Est-ce qu'il y en a parmi vous ou des citoyennes, il y en a quand même parmi vous qui ont une idée de ce que c'est l'intérêt de faire de la recherche participative? Puisqu'a priori, s'il y a des professionnels, c'est qu'on sous-entend qu'il y a besoin d'avoir des compétences pour faire ça. Pourquoi tout d'un coup on ferait appel à vous et moi? Ça permet de voir pour des angles de vue, d'avoir plus de puissance de calcul, parce que c'est pratique et intéressant. Alors, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est qu'il doit y avoir un intérêt, si on le fait, effectivement, pour montrer qu'on est tous capables. Alors, c'est vrai, on peut montrer qu'on est tous capables de faire certaines choses, et des choses qu'on va avoir plus de mal à faire. Mais effectivement, la recherche participative, ça ne se fait pas forcément sur tout, ça se fait sur des sujets ou sur des problèmes pour lesquels on peut effectivement demander à tout le monde de participer, pour en savoir plus, pour aider à la puissance de calcul. C'est vrai, quand on est plus nombreux, on a plus de puissance de calcul que quand on est tout seul. C'est pour pouvoir sortir du confinement. C'est une très bonne remarque. C'est aussi un moyen de pouvoir collaborer, faire quelque chose qui change du quotidien du confinement. Parce que des fois, les chercheurs ont besoin d'un ensemble de réponses globales. Effectivement, parfois, c'est plus intéressant de se poser la question à plusieurs plutôt que de se poser la question tout seul. Et peut-être pour illustrer ça, on va faire une première activité, un premier jeu avec Maxime, qui va vous expliquer ce que vous allez faire. Moi, là, dans ce jeu-là, je vais être la petite main qui rentre les données. Ouais, bon, et c'est parti alors. Alors, effectivement, vous avez listé pas mal de choses dans l'intérêt de faire participer les citoyens à la recherche. Et donc, nous, on va essayer d'en développer 3 dans ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et si je résume un petit peu ce que vous avez dit, vous avez un peu tout mentionné. Il y a un des aspects qui est très utilisé, qui est la collecte de données. Donc, quand les scientifiques ont besoin de données, ils vont faire appel aux citoyens pour avoir un maximum de données. Il y a une autre chose qui va être l'analyse des données. Donc là, l'idée, c'est plutôt, on a beaucoup de données, mais en fait, on en a tellement que même les scientifiques et accompagnés d'ordinateurs et de puissance de calcul ne peuvent pas faire autant que plein de personnes qui participent. Et la troisième, qu'on verra aussi tout à l'heure, celle de résolution de problèmes. Là, il faut vraiment mettre à l'œuvre la puissance de notre cerveau avec sa capacité à être surpris, par exemple, que n'a pas un ordinateur. Alors, on va commencer, nous, avec une petite activité sur le côté collecte de données. Alors, ça va ressembler à quoi? Je vais demander à Arnaud, dans le chat, s'il te plaît, de mettre un lien vers un document collaboratif où vous allez pouvoir écrire des données. Alors, je vais vous dire ce que vous allez écrire et essayer de ne pas supprimer les cases qui sont déjà remplies dans ce document. Mais donc, Arnaud, tu peux mettre exactement le Framacalc. Alors, le Framacalc, c'est un outil libre qui n'enregistre pas les données. Et d'ailleurs, on a écrit que vos données ne sont pas enregistrées. On ne vous demande pas d'écrire votre pseudo dans ce que vous allez écrire. Donc, vous n'êtes pas identifié. Alors, on va se placer dans une situation qui a été un petit peu celle du début du confinement, où tout d'un coup, il y a eu un énorme affolement. Ah mon Dieu, on va être confiné. Eh bien, très vite, il faut qu'on aille tous chercher du papier toilette, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Donc, ça nous a un petit peu fait rire quand même. Donc, on s'est dit qu'on a envie de faire avec vous une carte collaborative où, en fonction de la position géographique de chacun, on détermine le temps minimum de marche jusqu'à un magasin qui vend du papier toilette. Donc, si vous regardez le lien vers le document, vous arrivez au document, vous voyez qu'il y a le nom de la rue. Vous mettez rue de Bourgogne, par exemple, là, il y a déjà un exemple de marqué, rue de Bourgogne, dans quelle commune? À Cachan, et on vous demande à droite le temps de marche en minutes pour aller acheter un rouleau de papier toilette. Alors faites attention à ne pas supprimer les données des autres qui sont en train de les écrire en même temps que vous. Et c'est parti, remplissez ça. Alors à partir de là, que va faire Paul? Moi, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce que Paul va faire. Alors, petit instant. Ouais, c'est parti, je vais partager mon écran. Ça n'est pas encore le cas, mais ça va bientôt l'être. Et voilà. Alors, on va se retrouver sur une...
on voit une carte, normalement, vous devriez voir une carte sous vos yeux. J'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout sur Twitch, mais on va régler ça tout de suite. Alors, pour l'instant, on ne voit pas de carte. Ça va arriver. C'est bon? Est-ce que la carte est en ligne? Super. Alors, vous avez sous les yeux une carte. Cette carte, Paul, donc, va prendre les données que vous êtes en train de remplir dans le document où vous marquez le nom de la rue, la commune, et le temps de marche pour avoir le temps de marche minimum pour aller chercher un rouleau de papier toilette. Et vous voyez qu'il y a déjà des épingles sur cette carte. Donc, si je zoome un peu, il y a déjà des vraies données qui ont été rentrées. Donc, on sait que quand on habite ici, dans cette rue-là, si je zoome, je suis avenue Daumesnil, eh ben, j'ai un petit 1 à côté, ça veut dire que j'ai 1 minute de marche, a priori, pour aller chercher un rouleau de papier toilette. Si je me déplace vers la gauche, alors j'espère que chez vous, c'est pas trop saccadé. Je crois que ça l'est un petit peu, mais on va essayer de se déplacer doucement. On a une autre épingle qui est vers Pernetti. Là, on est dans Paris, mais si je dézoome un petit peu, bien évidemment, à l'Isle-Adam, au nord-nord-ouest de Paris, on a un endroit où il faut a priori marcher 32 minutes pour aller chercher un rouleau de papier toilette. Donc, ce que va faire Paul, et ce qu'il est en train de faire là, en ce moment, c'est qu'il est en train de prendre vos données pour compléter cette carte et pour voir ensemble, essayer d'avoir une idée, en fonction de nos positions géographiques, du combien de temps on met pour aller chercher un rouleau de papier toilette. Moi, ce que je vous propose de faire, en attendant, alors oui, désolé pour ceux qui n'ont pas cette fonction-là, par exemple, il y en a qui nous suivent sur une tablette, et ben on va pas vraiment pouvoir vous aider sur ce coup-là. Bon, vous allez pouvoir suivre ce qu'on fait. Bon, après, c'est une première activité, on fera d'autres choses. Je peux aussi répondre à une autre question. Est-ce qu'on peut avoir le lien de la carte? Alors, en fait, avec vous maintenant, on va passer un petit peu de temps sur cet outil-là, qui est un outil assez chouette de création de cartes. On va pas vous donner tout de suite le lien de la carte de Paul pour pas qu'il y ait de conflit d'édition. C'est-à-dire que vous supprimiez ces données sans faire exprès, mais dès qu'il l'aura terminé, qu'il aura pris vos données en compte, c'est parti, on vous donnera le lien de la carte dans le chat. Dans la colonne E, je réponds un petit peu aux questions avant qu'on continue ensemble. Dans la colonne E, qu'est-ce qu'on met? Dans la colonne E, on ne met rien. On ne met rien. Paul, tu veux dire quelque chose? Il y a plein de données, je galère, mais j'arrive. Je vais pas les rentrer. Il va prendre le temps, on va lui laisser le temps de rentrer quand même pas mal de données, même s'il n'aura pas le temps de tout rentrer. Et moi, je vous propose de suivre ce que je vais faire sur mon écran. Ce que j'ai envie de vous partager un petit peu pendant que Paul rentre les données, c'est cet outil qu'on est en train d'utiliser. Alors, c'est pas un jeu, hein, cet outil. C'est un outil qui est en fait une alternative en logiciel libre à Google Maps. C'est quelque chose qui a été créé par des millions de contributeurs partout dans le monde qui ont permis de cartographier en fait le monde et qui tentent de plus en plus à fournir des fonctions que propose Google Maps. Alors, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer comment on peut se créer une telle carte pendant que Paul remplit les données et s'amuser à la configurer un petit peu pour en faire ce qu'on veut. Donc là, je vais par exemple sur un moteur de recherche, je vais sur Quant et je vais taper UMAP. Donc UMAP et je mets Entrée. On peut peut-être mettre le lien de UMAP dans le chat si l'un de vous peut le faire et je vais cliquer sur UMAP. Donc quand j'arrive ici, ce sera peut-être en anglais, dans ce cas-là je vais changer, mais non, c'est en français, parfait. Et donc j'ai la possibilité de créer une carte. Je vais ici et je crée une carte. Donc j'espère que ça lag pas trop, j'espère que c'est pas trop saccadé sur Twitch. Me voilà donc là sur ma carte qui se centre automatiquement sur la France et je vais vous présenter un petit peu cet outil-là. Sur la gauche, a priori, donc vous voyez pas ce que je fais, on me dit. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez l'écran? Là, ce que je viens de faire, c'est de créer une carte. Donc, normalement, il n'y a plus la carte qu'il y avait avec les petites épingles. Vous ne voyez pas. Alors, je vais essayer peut-être... là, je parle en off. Je parle à la technique. Clémentine, qui est derrière un écran d'anonymat. Bonjour, c'est moi. Je vais essayer de départager mon écran et de le repartager. D'accord?
J'arrête le partage. Et je vais repartager mon écran. Là, j'ai départagé et repartagé. Donc là, désolé, je m'adresse un petit peu à notre spécialiste de la technique qui essaie de gérer un petit peu ça. Alors, a priori, ma carte devrait apparaître à l'écran. Oui, vous me dites que c'est bon. Super, vous voyez toute la France. Alors, cet outil-là permet en fait vous-même de créer une carte telle que vous en avez un petit peu envie, en fonction d'un thème que vous auriez envie de vous donner. Par exemple, nous, on est en train de se dire, bah tiens, on va essayer de cartographier combien de temps on met, suivant notre position géographique, pour atteindre le vendeur de papier toilette le plus proche, en minutes. Alors, quand vous êtes là sur la droite, je vais aller avec ma souris sur la droite, on peut paramétrer un peu notre carte avec le petit rouage qu'on voit ici. Avant d'aller là-dessus, alors il n'y a pas Toulouse, d'accord, je peux descendre un petit peu, il y a Toulouse maintenant. Avant d'aller sur les paramètres de la carte, il y a des fonctions que vous allez reconnaître de base comme sur Google Maps. Hein. Si je clique sur la petite loupe, je peux taper une adresse. Donc là, je vais taper La Rochelle. Je tape une ville. Voilà, La Rochelle. Hop, et là, je me retrouve à La Rochelle. Donc, on peut en rentrer une adresse, on peut faire un peu ce qu'on veut, comme sur Google Maps. Il y en a qui sont un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas leur ville. Mais je peux dézoomer. Donc, je redézoome un petit peu. Quel rouage? Je vais vous montrer un petit peu le rouage. Normalement, vous avez maintenant sur la droite... hop, je vais enregistrer cette carte. Alors, n'hésitez pas à créer une carte en même temps que moi. Déjà, vous pouvez donner un nom à votre carte. Pour donner un nom à votre carte, et je pense que j'ai besoin de faire ça pour l'enregistrer, pour donner un nom à votre carte, vous cliquez en haut à gauche, là où il y a marqué « Carte sans nom », et je l'appelle « Carte exemple ». À la droite, là où il y a un bloc d'édition qui apparaît. Et j'enregistre. En haut à droite, j'enregistre. Donc vous, maintenant, si vous avez créé une carte, vous avez soit sur la droite tous les petits logos qui sont de haut en bas, là, 1, 2, 3 dans un bloc noir, puis en vertical aussi, 6 autres dans un bloc noir. Soit vous avez ça, soit si vous n'avez pas activé l'édition, vous avez un petit crayon comme celui que vous voyez en haut à droite là. Si vous voulez pouvoir vraiment changer votre carte, y faire des choses, vous cliquez sur le petit crayon et ça fait réapparaître tous les petits symboles dont je vous parlais. Donc on a tous ces petits symboles, là apparaît le petit rouage dont on parlait. Est-ce qu'on peut renvoyer le lien vers UMAP dans le chat, nous demande Zildoudou? C'est possible? Super. Alors, si je vais cliquer sur le petit rouage, là, je vais vous montrer les choses qui sont importantes pour moi, à mon avis. Ça va être de s'amuser à changer un petit peu la forme des épingles qu'on va placer sur la carte. Alors, peut-être qu'avant tout, avant de changer la carte, en fait, on va placer une épingle pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je ferme ce que je viens d'ouvrir. Et là, vous voyez qu'il y a un petit marqueur en haut à droite. C'est le premier petit symbole. Je clique dessus. Je vais zoomer, je vais placer un marqueur à 3 par exemple. Je zoome sur ma carte et je clique. Là, ça me dit que je peux donner un nom à mon marqueur. Donc par exemple, je vais dire, là j'ai envie de cartographier un petit peu où je suis en train de faire ma généalogie. Donc là, je pense que j'avais un arrière-grand-parent qui s'appelait Gaston et qui a vécu à Troyes ici. Donc je mets Gaston et je mets arrière-grand-père supposé. Et j'enregistre. Là, je me retrouve, si je dézoome un petit peu, avec mon arrière-grand-père supposé placé sur la carte. Et vous pouvez changer un petit peu, donner une allure un petit peu plus sympa que les trucs de base. Donc, pour faire ça, là, maintenant, on va aller dans les paramètres de la carte et on va changer un petit peu quelques petites choses. Je vais dans les paramètres de la carte. Et je vais dans les super d'avoir partagé UMAP OpenStreetMap. C'est là qu'on... Ah oui, pardon. Là, on vous a donné le lien de la carte que Paul est en train de créer. Donc, on va vous demander vraiment, si jamais vous pouvez la changer, ne la changez surtout pas. Par contre, vous pouvez vous amuser à actualiser, pourquoi pas, comme ça vous allez voir le travail que Paul est en train de faire, mais ne la changez surtout pas.
Le lien dont je parlais, c'était plutôt le lien vers UMap pour créer une carte. Mais, donc ça, vous pouvez le retrouver. Mais là, vous êtes en train de voir Paul qui travaille, qui est en train de rajouter les points. D'ailleurs, Paul, est-ce que tu veux nous dire un petit peu où t'en es, combien de points tu penses avoir mis, plus ou moins? Je crois que tu parles, mais on ne t'entend pas. Pardon, j'avais coupé mon micro pour pouvoir dire à haute voix ce que je suis en train de mettre. Ça m'aide à les retenir. Vous pouvez regarder la carte, hein, elle commence à se remplir. Okay. Je vais peut-être juste finir comment on paramètre un petit peu la carte quand on veut s'amuser à faire une carte. Et puis après, Paul, on peut basculer sur ta carte pour voir ce qu'il en est. Donc sur mon écran, là, si vous voulez par exemple changer la forme de vos petites épingles, que ce soit un peu plus sympa, vous allez aller dans aux propriétés de forme. Ça va être la forme de notre petit pointeur. On peut lui changer sa couleur dans couleur. Hop, par exemple, si je le veux plutôt dans une sorte de petit marron. On peut lui changer sa forme, juste en dessous. Au lieu d'avoir le carré, je peux mettre une petite épingle, par exemple. Je crois que Paul met des épingles sur sa carte, je ne sais plus, on verra. Et une fois que j'ai réglé ça, je peux faire enregistrer. Peut-être qu'une dernière chose avant qu'on aille voir la carte de Paul, que je peux vous montrer qui est sympa, c'est qu'on peut faire une carte assez complexe en mettant pas seulement, par exemple, là je m'intéresse à mes ancêtres. Disons que maintenant, si j'ai envie aussi de placer sur la carte là où vivent les gens de ma famille que je connais actuellement, qui sont actuellement vivants, bah, je peux faire une autre couche de choses qui vont apparaître. Donc, si je vais sur la gauche et que je descends, je clique sur la petite flèche pour faire apparaître plus d'options. La toute dernière, vous voyez que c'est des petits cercles empilés. Si je clique sur les cercles, vous voyez qu'il y a un système de calque. Alors un calque, c'est-à-dire que c'est comme des couches de papier qu'on mettrait sur notre carte. Et il y a une couche qui correspondra à mes ancêtres, mais je peux aussi faire une couche qui va correspondre aux personnes vivantes de ma famille. Donc d'ailleurs, je peux, en cliquant sur le petit crayon, changer le nom du calque que, en ce moment, je suis en train de faire. Donc là, mes arrière-grands-parents, A3, etc., je vais noter ancêtres. J'enregistre. Et cette feuille de papier qui concerne mes ancêtres, je peux la faire disparaître en cliquant sur le petit œil qui se trouve à ma gauche, ou la faire réapparaître, comme je le veux. Pour créer un autre calque, comment est-ce qu'on fait pour créer un autre calque? Je sais plus. Mais on va peut-être demander à Paul où t'en es. Je pense que tu dois avoir pas mal de données, Paul. Oui, on peut venir voir la carte, hein, il y a plein de données. Ben, je vous propose de basculer alors sur la carte de Paul que je vais afficher à mon écran. Donc celle-ci, c'est la carte de Paul. Pour mettre une épingle, Less Use Fee, c'est tout en haut à droite, la chose qui ressemble à une petite goutte. Là, j'ai basculé sur la carte de Paul et je vais l'actualiser parce que moi, j'ai ce à quoi elle ressemblait avant qu'on ait tout ça. Très bien. Donc, nous voilà sur cette carte actualisée. Donc là, on a plein de points. Merci Paul d'avoir rentré les données. Merci à vous d'avoir rentré plein de données. Alors, l'idée, c'est de voir, en fonction de là où on est, combien de temps on met à pied pour accéder au vendeur de rouleaux de papier toilette le plus proche. Et on peut peut-être zoomer un petit peu. Ce qui en ressort, j'ai l'impression. Paul, tu peux arrêter de remplir la carte et regarder la carte avec nous, hein, si tu veux. J'actualise une dernière fois parce que tu as dû rentrer une ou deux données. Hop, j'actualise une dernière fois et c'est parti. Alors, on a clairement dans l'intérieur de Paris, on a souvent 1 minute à pied. Donc c'est vraiment une zone, on peut s'y attendre, une zone dense. Donc là, vous n'avez peut-être pas pris en compte les possibles pénuries de papier toilette qui avaient inquiété tout le monde au début du confinement. Et on a une zone dans Paris où apparemment on met 22 minutes à pied pour aller chercher un rouleau de papier toilette. À mon avis, c'est quelqu'un qui veut pas aller dans le premier supermarché venu et qui veut aller loin. Hein. peut-être, mais c'est peut-être une personne qui s'est dit moi, pour être sûr d'en avoir, il faut que j'aille loin. C'est quelqu'un qui marche très lentement. Qui marche très lentement. Si on s'éloigne un petit peu, quand on est vers Aubervilliers, on a 2 minutes, donc on a encore a priori une densité de magasins assez importante. Un peu plus loin vers Bobigny, il y a quelqu'un qui mettrait 15 minutes, plutôt à pied. Si je descends un peu, alors est-ce qu'on entend? Il y a Illusion qui nous dit qu'on n'entend plus rien. Ah, on voit pas bien les chiffres, je vais y aller un petit peu plus doucement. Je vais zoomer un peu plus, même si non, ça change pas la taille des chiffres de zoomer.
là, on est au sud, vers, je sais plus, Malakoff, quelque chose comme ça. Et on a une dizaine de minutes à pied. On va dézoomer encore un petit peu, chouette, on s'éloigne un peu. Vers Voisin-le-Bretonneux, on a une dizaine de minutes à pied, 5 à Draveil, 15 un peu plus loin à l'est de Paris, là on est vers Couilly-Pont-aux-Dames. Et on a le fameux 30 minutes de l'Isle-Adam qu'on avait à la base, et là je vais dézoomer beaucoup pour voir un petit peu. Tout au nord-ouest de Paris, on a une demi-heure de marche, donc a priori un petit peu plus dans la campagne. On va jusqu'à... Quel est le maximum? On peut se poser cette question-là, puis après on va passer à la suite. Le maximum en France est de 30. Et est-ce qu'il y a d'autres choses ailleurs? Non, j'ai pas mis de point en dehors de la France pour l'instant. Très bien. Pas eu. Donc, on peut peut-être rebasculer Clémentine sur... on peut peut-être nos têtes. Absolument. Super. C'est bon. Donc du coup, peut-être le bilan de tout ce qu'on vient de faire, c'est que très vite, là, grâce à vous, on a pu, alors on pourrait continuer parce que je n'ai pas rentré toutes les données, on peut collecter vraiment beaucoup de données. Un des premiers intérêts de faire de la recherche participative, c'est que parfois, quand on se pose une question et qu'on doit chercher la réponse, comme on disait tout à l'heure, ça c'est le principe de la recherche, se poser une question, chercher la réponse. Parfois, la réponse à cette question, ça demande d'avoir plein de données, d'avoir plein de points. Si la question c'est, en gros, est-ce que, en fonction de la zone géographique, les gens ils ont plus ou moins de marche à faire pour aller acheter du papier toilette? C'est la question. Pour chercher la réponse, on a besoin de récupérer les données un peu partout. Et grâce à cette carte, on peut commencer à déjà avoir un élément de réponse qu'on a pu faire collaborativement. Il y a plein d'applications et plein de jeux qui utilisent ce principe. Le fait que, en mettant en commun plein de personnes, on peut réussir à récupérer plein de données. Donc là, on en a construit un exemple rapidement. Mais sinon, il y a des jeux qui existent. Alors, ce n'est pas des jeux auxquels on va jouer aujourd'hui parce qu'on va jouer à d'autres jeux après. Mais on vous les montre comme ça. Si vous avez envie de les explorer après l'animation, vous pouvez. Alors, je vais vous montrer sur mon écran. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac, 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 tac. Donc là, on est... Ce que Paul va nous montrer, c'est toujours sur des jeux mis en place par des équipes de recherche pour la collecte de données. Alors, pour l'instant, vous ne voyez rien, c'est normal. J'ai oublié de cliquer sur la confirmation. Mais normalement, alors le tac, tac, tac. Bon, on va commencer avec celui-là. Hop. Donc, par exemple, ça, c'est un premier jeu dont on pourrait vous parler qui s'appelle... alors, c'est peut-être pas le plus logique à parler en premier. Je vais plutôt vous parler de celui-là en premier. Donc, un premier jeu dont on peut vous parler, c'est un jeu vidéo de recherche participative qui a été développé au Danemark et qui s'appelle Skill Lab Science Detective. Alors, il a un gros défaut, ce jeu, c'est qu'il est complètement en anglais, puisqu'il a été développé au Danemark. Donc, vous avez le choix entre jouer en danois ou jouer en anglais, malheureusement. Mais si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous aider si vous parlez suffisamment anglais, c'est très bien. Et si jamais vous n'avez pas assez de compétences en anglais, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, c'est parfait. En tout cas, alors le lien, on ne va pas vous le donner maintenant parce que vous n'allez pas avoir le temps d'y jouer. Par contre, dans les ressources qu'on vous a mis juste en dessous de la vidéo et qu'on va vous envoyer par mail après, il y a un lien vers tous les jeux dont on va parler pendant l'animation et vous pourrez cliquer dessus et passer du temps dessus si vous voulez. En tout cas, le nom, c'est Skill Lab Science Detective et ça a été édité par une équipe qui s'appelle Science at Home, ce qui veut dire les sciences à la maison, et qui font plein de jeux de sciences participatives à l'université d'Aarhus au Danemark. Et donc ce jeu, par exemple, je vais vous montrer rapidement, c'est un jeu où où il nous propose de faire plein de mini-jeux. Alors par exemple, je vais cliquer sur celui-là. On peut entrer dans les bâtiments et dans chaque bâtiment, il y a un mini-jeu à réaliser. Et ces mini-jeux, c'est à chaque fois on nous demande de faire un truc. Alors je vous fais passer le texte. On nous demande de faire un truc, une tâche très simple. Par exemple, là, il me demande de... alors c'est pas forcément le plus simple que j'aurais pu vous montrer, mais il me demande à chaque fois que je clique sur un carré, j'ai une flèche qui va me dire dans quelle direction il faut que j'aille pour trouver un trésor. Voilà. Et donc je vais dans la direction que m'indique la flèche pour trouver un trésor. Et je recommence. Après, ils font des carrés de plus en plus petits. Là, la flèche me dit de monter. Hop, j'ai trouvé un trésor. C'est très simple.
Et donc, ça a l'air tout bête et tout simple. En fait, en même temps que je fais ça, le jeu est en train d'enregistrer comment moi je me comporte, comment je vois une flèche, qu'est-ce que je fais, est-ce que je réagis tout de suite, est-ce que je clique tout de suite, est-ce que je suis rapide, est-ce que à partir de quand les carrés sont vraiment tout petits, j'arrive plus à suivre. Ah, mon écran est figé, vous voyez rien, c'est ça qu'on est en train de me dire. Là j'ai bloqué, alors on peut peut-être faire Paul comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire tu arrêtes le partage et tu repartages ton écran. Ouais, je vais faire ça. Ça avait pas mal marché. Alors désolé, c'est pas grave, on va le faire. Est-ce que cette fois, donc désolé pour ce petit problème technique. C'est évident, à partir du moment où on commence à vouloir partager plein de vidéos dans tous les sens, il y a forcément des problèmes techniques qui débloquent. Alors, est-ce que là vous voyez bien et ça bouge? Ça a l'air bon. Donc je vais lancer un jeu. Tac, j'en lance un autre, voilà, comme ça on change. Là, dans ce mini-jeu-là, par exemple, il me demande de cliquer sur les rats verts. Donc il y a des rats verts, et ben je vais cliquer dessus. Enfin voilà, tac, je clique dessus. Et puis plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Il va y avoir de plus en plus de rats, je vais avoir de moins en moins de temps pour cliquer dessus. Il va y avoir des rats rouges sur lesquels il ne faut pas cliquer. Il va y avoir des rats qui bougent, il va y avoir des rats qui explosent. Enfin, il va y avoir plein de trucs, plein de règles. Et donc ce qu'il regarde, c'est comment moi, là, le jeu est en train de collecter la donnée de comment moi, le joueur, j'arrive à suivre la rapidité et la pression. Donc ça a l'air tout simple et tout bête comme jeu, mais vraiment c'est un jeu de collecte de données. Et c'est vous qui êtes un peu le cobaye, c'est sur vous qu'on collecte les données. Voilà, ça c'est un exemple de jeu qui collecte les données et je vais vous en montrer très très vite un autre qui est français. Donc il a l'avantage d'être en français. Est-ce que vous voyez ou est-ce que mon écran a figé? Non, on voit, c'est parfait. Un jeu qui a été développé en France et qui s'appelle HeroColli. C'est un jeu où on joue Alors, c'est pas du tracking pour le jeu d'avant. C'est surtout que pour jouer en fait à n'importe quel jeu de recherche participative, vous aurez toujours besoin de vous connecter à un compte. Parce que toutes les données que vous utilisez, il faut que vous acceptiez que les chercheurs et les chercheuses qui travaillent derrière puissent les récupérer. Donc, c'est pas du tracking au sens où c'est pas qui c'est qui vous êtes avec blablabla. Non, c'est juste que vous avez accepté au début, on vous a prévenu et vous pouvez accepter ou non. Donc un autre jeu qui lui est en français. Alors on va pas avoir le temps que j'y joue. Il s'appelle HeroColli. On vous mettra le lien aussi dans le document que vous allez récupérer ou que vous pourrez récupérer dès maintenant. Dans ce jeu, on joue une bactérie et puis on vit notre vie de bactérie. On se déplace, on trifouille notre ADN, on se reproduit, on se dédouble, on mange, en tout cas on récupère des nutriments, etc. Et c'est un jeu qui est fait pour vraiment vulgariser la microbiologie, c'est pour parler de microbiologie et de bactéries. Mais derrière, c'est aussi un jeu où ils étudient comment vous arrivez à apprendre ce qu'on essaye de vous faire apprendre dans le jeu. Donc c'est aussi un jeu qui est une expérience en soi, une expérience participative où vous êtes le cobaye. Si vous jouez à ce jeu, on va vous demander à la fin, est-ce que ça a marché, vous avez retenu des choses, vous avez rien compris, est-ce que ceci, est-ce que cela. Comment on peut Alors, on me demande comment on peut se désinscrire une fois qu'on a fait les activités. Alors, je ne sais pas. Je vais être très honnête, je n'ai pas vérifié comment on se désinscrit des sites de jeux de recherche participative une fois qu'on y a joué. Il faudra regarder directement sur les sites. Et ce jeu, HeroColli, je pense que c'est bien à partir de 12-13 ans. Mais même quand on est adulte, des fois, il y a des choses qui sont assez techniques. Cela dit, ça peut être intéressant si vous voulez le tester. Après, on vous demande, vous avez un petit questionnaire, faites avancer la science pour savoir comment vous avez compris ce jeu. On va du coup passer à alors, je vais arrêter de partager mon écran. Hop, et on va revenir à Maxime et moi tous les deux sur votre écran. Voilà. Ça, c'était quelques exemples, ce n'est pas les seuls, de jeux qui existent dans lesquels on collecte les données. Il en existe d'autres où le but, c'est pas de collecter des données, le but, c'est d'aider les chercheurs et les chercheuses à analyser les données. Les données, les équipes de recherche les ont, mais les analyser, ça prendrait beaucoup de temps. Et donc là, il y a d'autres jeux qui ont été, ou en tout cas les analyser tout seul, ça prendrait beaucoup de temps s'il n'y avait que les chercheurs et les chercheuses qui le faisaient. Et là, il y a des jeux qui ont été développés pour rendre amusant l'analyse de données. Maxime va vous en montrer un exemple. Et là, je viens de partager mon écran, donc Clémentine, tu peux basculer.
Et je vais aussi demander à Arnaud, si c'est possible, de mettre dans le chat le lien vers le site de sciences participatives qui s'appelle zooniverse.org. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Vous voyez mon écran? Super. Alors, rapidement, là, on va vous proposer de faire un tour de ce que c'est que ce site-là et ensuite de participer ensemble à un jeu, de voir à quoi ça ressemble. L'idée, là, comme le disait Paul, effectivement, c'est que les chercheurs ont rassemblé énormément de données, beaucoup trop, pour être exploitées par eux, et trop complexes pour être exploitées par des ordinateurs seulement. En fait, on a besoin d'un cerveau humain pour être capable d'analyser ces données-là. Quelques exemples, des photos prises par des satellites de galaxies lointaines, où là, on veut essayer de déterminer quel type de galaxie c'est. Ou bien des animaux qui sont pris en photo, mais avec des caméras qui ont un détecteur de mouvement, et on veut savoir quand est-ce qu'on va voir des girafes, etc. Alors, quand on arrive sur le site, on est ici. Vous verrez, c'est un site qui est assez riche, assez fabuleux, avec plein de chercheurs en fait et de chercheuses qui postent leurs projets et qui essaient de les rendre attractifs. En vrai, il y a un petit peu une compétition du « Ah, il faut que les gens aient envie de venir sur notre projet parce que ça nous aidera ». Donc, ils essaient de rendre ça attractif. Mais bon, c'est pas toujours un super jeu, donc ça dépend. Vas-y. Je coupe une seconde, Maxime, pour répondre aux questions qu'il y a sur le chat. On demande si vous allez le faire en même temps. Oui, pour l'instant, Maxime vous présente juste rapidement ce que c'est le site et à quoi ça ressemble. Et après, on vous a envoyé un lien pour pouvoir vous inscrire. Si vous êtes inscrit, vous allez pouvoir aussi, on va le tester, vous allez pouvoir le tester en même temps que nous d'ici 5 minutes. L'un des projets qu'il y a sur ce site, parce qu'on ne peut pas tous les tester, il y en a genre 10 000. Ouais, il y en a vraiment une infinité, mais en même temps c'est intéressant parce que suivant vos domaines d'intérêt, vous allez pouvoir contribuer au projet de recherche, vous contribuerez à ceux qui vous intéressent. Alors si vous cliquez sur projet en haut, comme je viens de le faire, en haut à gauche, vous tombez sur cette page, et au milieu de cette page, alors, pardon, là je suis en anglais, alors, un petit conseil, ouvrez-le sur Google Chrome. Alors c'est peut-être pas génial, mais ouvrez-le sur Google Chrome parce que en haut, dans la barre de recherche sur la droite, vous avez l'option de traduire qui fonctionne franchement bien. Et donc, vous pouvez cliquer sur français. Et là, maintenant, le site est en français pour moi. Il y aura quelques traductions un petit peu hasardeuses qui feront sourire, mais c'est quand même très bien fait. Donc, quand on est ici, on a cliqué sur la page projet et on a des disciplines. Donc, il y a art, biologie, climat, histoire, langue, littérature, médicaments. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller voir ce qui se fait dans les projets participatifs sur l'espace, je vais aller cliquer sur espace. Quand j'arrive sur la page, là, vous voyez, toutes les petites mosaïques que vous voyez, c'est des projets de recherche. Il y a une équipe de recherche derrière qui a besoin de gens qui vont analyser des données. Donc, je ne vais pas les cliquer sur cela parce que je vais vous proposer de jouer à un autre jeu. Mais par exemple, Galaxy Zoomobile, je suis allé voir ça. L'idée, c'est de reconnaître. On vous présente plein de photos de galaxies et on vous apprend à les reconnaître par un rapide tutoriel, et à partir de là, vous contribuez à la recherche en essayant de reconnaître des galaxies. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Vous avez le droit de vous tromper, parce qu'en fait, ce que font les chercheurs, c'est que chaque image, ils la donnent à voir à beaucoup de contributeurs, et donc, en fait, ils font ce qu'on appelle... ils font appel à ce qu'on appelle la sagesse des fous, tel qu'ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont non seulement mettre en regard des observations faites par différentes personnes, mais en plus, souvent, ils combinent ça à ce que peut faire un ordinateur. Donc, avec ça, ils obtiennent une prédiction assez précise de la réalité de votre observation. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce qu'est la sagesse des foules, c'est un des thèmes que vont aborder Arnaud et Clémentine ce vendredi dans l'animation de vendredi de Confine ta science. Et Brusicor, pour répondre à ta question, Brusicor. Je pense que c'est pas une question, c'est plus une blague, mais on peut y répondre quand même. Ouais, ça doit être une blague. Bon, en tout cas, si vous voulez avoir des choses en lien avec l'espace, c'est dans les domaines de recherche, dans la barre qui défile sur le dessous. Et alors moi, je peux vous proposer de jouer à un jeu qui m'a pas mal... On demande comment on fait pour mettre en français. Si vous êtes sur Google Chrome,
Je ne sais pas comment ça fonctionnerait sur d'autres navigateurs, mais sur Google Chrome, Google propose une traduction automatique des sites qui sont en français et ça marche plutôt pas mal. De temps en temps, il y a des petites erreurs, mais ça marche quand même plutôt pas mal. C'est assez pratique. Là, si vous regardez sur l'écran, Maxime a mis sa souris sur le truc qu'il faut cliquer pour mettre en français. C'est sur la droite de la barre de recherche. Et là, on peut mettre traduire cette page. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous propose de jouer un petit jeu avant de passer à la suite. Un jeu qui m'a bien plu parce que je trouve qu'il fait voyager. Et je vais demander à Arnaud de mettre le lien du projet de recherche qui s'appelle Wild Watch Kenya. Et là, on se trouve dans une réserve naturelle au nord du Kenya où des caméras ont été installées, des appareils photo, qui prennent automatiquement des photos quand un mouvement est détecté. L'idée pour toute l'équipe qui est là-bas, qui est composée de 7-8 personnes, ça va être de comprendre quand les animaux passent à quels endroits, quand est-ce qu'ils vont boire dans telle mare, etc. Et un des objectifs majeurs du projet, c'est notamment en fait de s'intéresser plus particulièrement aux girafes. Et donc en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'on vous présente des photos que personne n'a jamais vues. Et de temps en temps, il y a un animal dessus et vous êtes censé le renseigner. Alors comment ça marche? Un peu comme tous les jeux tous les projets qui sont proposés ici, c'est très bien fait. Alors je vais repasser en français, là il m'a remis en anglais. Hop, je retraduis. Alors on nous fait remarquer dans le chat, et c'est une bonne remarque, je viens de tester, je n'avais pas vu qu'on pouvait faire ça et que c'était aussi très simple. Sur Google Chrome, on peut faire un clic droit sur la page et cliquer sur traduire en français et ça traduit la page en français. Ok. Alors, dans tous les jeux, vous aurez un en savoir plus. Ça, c'est super. En fait, c'est l'équipe de recherche qui écrit un texte de ce qu'ils font, quel est leur projet de recherche, pourquoi ils ont besoin de vous. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour savoir vraiment ce que c'est que leur projet de recherche. Et ensuite, vous pouvez surtout commencer. Donc, c'est parti, on commence. Donc, ce jeu-là, je vais passer le tutoriel, mais vous voyez comment ça marche. Vous avez une petite flèche qui apparaît, vous faites, il y a 4 petites pages de tutoriel pour vous expliquer comment faire ce jeu-là, et vous arrivez à la fin, c'est parti. Donc ce jeu-là, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on s'habitue à certains paysages, parce que c'est souvent les mêmes caméras qui prennent des photos, mais de temps en temps, tout d'un coup, on a un éléphant face à nous, et sinon il n'y a souvent rien, et les caméras doivent être déclenchées par un peu de vent, ou quelque chose comme ça. Donc là, on a une photo, et à droite, on nous dit de sélectionner l'animal qu'on voit sur la photo. Mais là, par exemple, il n'y a rien. Donc, je vais cliquer sur rien ici et je mets terminer. Il me donne une autre photo. Il n'y a rien non plus. Je continue. Je vais continuer pendant quelques photos jusqu'à trouver un animal. Mais il arrive que pendant 15 photos, on fasse défiler sans avoir d'animal. N'hésitez pas, du coup, chez vous, pendant ce temps-là, à le tester aussi avec le lien qu'on vous a passé. Et alors là, ça y est, je viens de tomber sur une bête. Comme je ne connais pas du tout les animaux de là-bas, je suis bien embêté pour dire ce que c'est comme animal. Mais une remarque de Delcera qui dit qu'elle n'a pas la même photo que nous, c'est normal. Personne n'a la même photo. En fait, c'est des photos qui sont données aléatoirement et qui ont été prises vraiment dans le parc. Mais du coup, les photos sont distribuées aléatoirement sur toutes les personnes qui participent. En fait, ils vont récupérer les cartes SD dans les caméras qui sont installées un peu partout dans la réserve naturelle et chaque caméra a des dizaines de milliers de photos. Donc c'est pour ça qu'il y a un appel à contribution. Et donc là, alors on me dit c'est une gazelle. Et ben ce qui est très bien fait sur ce jeu-là, c'est que comme j'en suis pas sûr, parce qu'il y a quand même plein de noms d'animaux que je connais pas, il y a peut-être des choses qui ressemblent à la gazelle mais qui n'en sont pas, mais c'est peut-être une gazelle. En haut, vous avez des choses pour vous aider à classer. Donc par exemple, il y a comme, c'est-à-dire en fonction de la silhouette, ça va faire un filtre un peu, la couleur de l'animal ou les cornes. Donc je peux peut-être aller dans comme et me dire à quoi est-ce que ça ressemble le plus. Ça ressemble plutôt à la 3e petite vignette que je vois là, clairement. Donc je clique là, il reste quand même quelques animaux, et là je commence à voir quelques photos. Je peux aller sur la photo et zoomer un petit peu sur ses cornes. Je pense que c'est quelque chose qui va me donner des indications. Ça a des toutes petites cornes. Alors ça veut pas dire que c'est... Pour aider juste rapidement celles et ceux qui demandent comment on fait pour changer de photo quand il n'y a rien. Alors quand il n'y a rien, il y a un petit bouton avec écrit rien ici. Vous cliquez sur rien ici. Et si vous êtes en anglais, vous cliquez sur Nothing there. Et après, il y a un bouton en dessous pour valider. Rien ici, puis terminer. Et donc là... Et voilà. Donc ça doit être bon. Et s'il y a un humain, s'il y a un humain, vous allez voir que dans la liste, il y a humain. Il y a humain.
Donc vous cliquez sur humain, et aussi il y a autre chose qui revient souvent, c'est des vaches qui ne sont pas du tout dans la liste a priori des animaux, qui sont dans bétail. Et dans ce cas-là, vous cliquez sur, je vais revenir en arrière, ah non, bah, vous cliquez sur comme, et vous cliquez sur la silhouette de quelque chose qui ressemble à un cheval. Et là, vous avez bétail. Parce qu'effectivement, ils veulent mettre de côté les humains et le bétail domestique. Donc là, je suis toujours sur l'identification de ma gazelle, qui n'en est peut-être pas une, je ne sais pas. Et donc, je vais essayer de filtrer un peu avec les cornes. Je vois qu'elle a des cornes qui ressemblent plutôt, je dirais, aux... Elles sont pas si tout droites que ça, elles sont un peu tordues, donc je vais mettre le deuxième. Et donc là, il me propose ces animaux-là. Alors après, je ne sais pas si jamais il y a un jeune, si c'est un bébé. Donc par exemple, je dis, ok, là, je pense que c'est pas mal, effectivement, et ce serait une antilope. Peut-être que je me plante et que c'était une gazelle. Je dis, il y en a une, ils veulent savoir le nombre. Quel comportement elle a? Bon, bah, elle est au repos ou en mouvement, on va dire. Elle est sûrement en train de passer, vu qu'elle a été prise. Et est-ce qu'il y a des jeunes? Là, je ne sais pas répondre à la question, donc je n'y réponds pas. Et je clique sur identifier. Et là, je clique sur terminer parce qu'il n'y a pas d'autres animaux sur la photo. Et là, il m'envoie une deuxième photo où il n'y a rien cette fois. Et je vais pouvoir continuer comme ça. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que déjà, effectivement, ça contribue au projet de recherche qui est intéressant, vous pourrez aller lire. Mais c'est qu'ensuite, vous tombez sur des photos où tout d'un coup, face à vous, vous avez deux éléphants en train de se faire un câlin. Et d'être peut-être la seule personne à avoir vu cette photo. Et je trouve ça assez incroyable de ne rien voir et tout d'un coup voir des animaux merveilleux comme ça. Voilà, donc je voulais vous présenter ce recueil de projets de recherche sur Zooniverse et ce petit jeu sur les animaux. Alors dans le chat, il y a Troy Malone qui envoie un lien vers un autre projet qui est cette fois-ci pas pour étudier la faune du parc, je sais plus, c'est au Kenya, c'est ça? Je sais plus où est le parc de ce qu'on vient de faire. Au nord du Kenya, là. Mais d'étudier la faune qui est sur une montagne, sur le Mont Blanc, voilà. Donc dans les Alpes, c'est effectivement exactement la même chose, sauf que bah, l'environnement n'est pas le même et les animaux sont pas les mêmes non plus. Et on nous dit, et c'est aussi un qui effectivement c'est un des seuls qui est en français, ce qui est quand même aussi un avantage. Donc le nom de ce jeu, ou en tout cas de cette application, c'est le nom de tout le site où il y a tous les projets, ça s'appelle Zooniverse. Je vais peut-être arrêter mon partage. Je vais l'écrire dans le chat. Sur nous. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Je viens de l'écrire dans le chat. Le nom de celui où on était là, vraiment. C'était celui qui, je ne sais plus comment il s'appelait, Wildlife Kenya, quelque chose comme ça. C'est ça. Wild Watch Kenya. Et il y en a plein d'autres. Donc si vraiment ça vous intéresse, si vous avez du temps et que vous avez envie aussi de passer un peu de temps à regarder ces photos, mais même sur d'autres projets qui sont plus en lien avec l'espace, avec la littérature, avec l'archéologie. Si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler des données ou des photos d'un projet de recherche en littérature, en archéologie, c'est aussi l'occasion de voir à quoi ça peut ressembler la recherche dans ces domaines-là. Rapidement, alors on va pas avoir le temps malheureusement d'y jouer, mais je vais vous présenter et alors c'est effectivement Troy Malone nous dit c'est trop bien, on voit énormément d'animaux. C'est effectivement l'occasion de voir plein d'animaux sauvages en photo et sans se cacher pendant 3 jours dans un buisson. C'est toujours ça de gagner. Rapidement, on va passer sur un autre jeu qui sert aussi à l'analyse de données. Donc là, c'était un premier jeu qui analysait des données déjà faites. Un autre jeu auquel je voulais vous faire jouer, mais on ne va pas avoir le temps, donc je vais juste vous le montrer. C'est un jeu qui s'appelle iWire. Donc, je vais demander à Clémentine si je peux partager mon écran. Normalement, ah oui, bah si je ne retire pas la fenêtre Skype, ça ne marchera pas. Hop là. Donc, c'est un jeu qui a été développé, alors attendez que je me souvienne, ça a été développé où? Je vais regarder mes notes, parce que je me souviens plus à force. iWire, ça a été développé en collaboration entre le MIT, l'université de Princeton et l'Institut Max Planck, donc c'est une collaboration américano-allemande. Donc là, on va pas avoir le temps de le faire ensemble, mais on vous a envoyé le lien, peut-être vous êtes inscrit avant, puisque je vous avais envoyé un lien pour vous proposer
Oui, c'est déjà Alzheimer, ça commence. Voilà. Mais ça tombe bien parce qu'avec ce genre de jeu et de recherche participative, ça va peut-être pouvoir m'aider à me guérir. Donc, vous êtes peut-être inscrit et vous pourrez y jouer du coup après cette animation. C'est un jeu que, alors au début, je vais vous avouer tout. Au début, je le trouvais très austère et vraiment pas intéressant. Et puis finalement, en commençant à y jouer, j'ai fini par trouver ça amusant. Donc, je vous le partage. Donc dans ce jeu, il y a plein d'images qui ont été faites par des équipes de recherche. C'est des images en microscope électronique de rétine. La rétine, c'est la partie qui est à l'arrière de l'œil où il y a plein de... En fait, c'est là où l'information lumineuse est captée pour être transmise au cerveau. Donc il y a plein de neurones, puisque c'est là que l'information nerveuse commence à être créée. Et il y a des équipes de recherche qui essayent de comprendre comment ces neurones qui sont au fond de la rétine, ou même comment les neurones de façon générale, sont connectés les unes les autres et comment ensuite elles communiquent et comment c'est. Le problème d'un neurone, c'est que c'est vachement compliqué et que c'est assez difficile de les observer. C'est encore plus difficile de réussir à en identifier plusieurs et de voir comment ils sont connectés les uns aux autres. Donc, ce qu'ils ont décidé d'essayer de faire, c'est de proposer les images. Il y a des images qui ont été faites par des microscopes électroniques. Et dans ces images, c'est pas forcément facile pour un ordinateur de détecter très rapidement et très facilement quelles parties sont des neurones et quelles parties sont juste les trucs qu'il y avait autour du neurone. Le reste, parce que les neurones, elles flottent pas dans le vide, elles sont quelque part au milieu d'un tissu. Et donc, chaque personne qui joue à ce jeu va avoir un petit carré d'une image en 3D faite par microscope électronique et on peut identifier là-dedans, dans ce carré, qu'est-ce qui fait partie du neurone et qu'est-ce qui ne fait pas partie du neurone. C'est comme tout à l'heure, donc c'est vraiment du traitement de données. Les données sont déjà là et nous, là, il y a plus de mise en forme que dans le Zooniverse où c'est vraiment presque du traitement de données brutes. Là, il y a une musique, il y a des on gagne des points en fonction de ce qu'on fait. Il y a même des concours et des jeux de qui arrive à faire quoi le plus vite. Donc c'est vraiment encore plus sous un format de jeu. Finalement, moi je trouve ça assez reposant. Je me suis retrouvé à y jouer beaucoup plus que prévu en préparant cette animation. Et là, le neurone que vous voyez par exemple sur mon écran, c'est un neurone qui a été entièrement cartographié par les joueurs et les joueuses. Et il n'est pas fini. Si je zoome là, on peut voir que là, il manque... Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, si l'écran est très pixelisé, mais on peut voir que dans cette partie du neurone, il y a des trous, il manque des morceaux. Et puis là, au bout de toutes ces ramifications du neurone, pareil, il y a des endroits qui ne sont pas encore faits. Et donc là, en ce moment, il y a des joueurs qui sont en train de continuer à voir ce neurone. Voilà, donc là on va pas y jouer, ça va être un peu trop long, mais si vous voulez y jouer après, je vous le conseille, il est assez bien fichu, et pour le coup, il fait aussi avancer la recherche, c'est aussi un jeu de recherche participative. On va revenir à tous les deux. Tac. On demande qu'est-ce qu'il faut faire, alors ah oui, le jeu est en anglais, c'est peut-être un petit problème, ça c'est qu'il y a beaucoup de jeux de recherche participative qui sont en anglais, parce que l'anglais c'est un peu la langue de la recherche, mais le jeu il est inclus dans la page, donc vous pouvez la traduire comme on a fait tout à l'heure. Si vous faites un clic droit sur la page et que vous mettez traduire en français, ça traduit le jeu en français. De temps en temps il y a des petites erreurs, mais globalement on comprend très très bien. Google peut complètement traduire ce jeu. Et donc ce qu'on doit faire dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, on vous présente à la fois une image en 2 dimensions du neurone, comme une photo vue du dessus, mais aussi un modèle en 3 dimensions autour duquel vous pouvez tourner, et vous devez aider à faire correspondre les deux. C'est ça que l'ordinateur n'arrive pas à faire automatiquement. Et en montant plan par plan, en faisant monter la vue 2D ou la faisant descendre, vous devez, en regardant le modèle 3D, faire correspondre ces deux. Le modèle 3D et l'image 2D. Et enfin, une dernière chose, alors c'est pareil, là on va juste vous montrer des jeux et vous n'allez pas forcément on va pas avoir le temps aujourd'hui d'y jouer, mais si vous voulez y jouer, n'hésitez pas après l'animation, c'est pas parce que nous on n'est plus là que tout s'arrête. Il y a une autre façon dont les jeux vidéo peuvent aider à la recherche, peuvent faire que chacun peut devenir un contributeur à la recherche. Là on a parlé premièrement de la possibilité de aider à collecter des données, de la possibilité à aider à
analyser des données. Et 3, il y a aussi des jeux qui sont là pour proposer aux citoyens et aux citoyennes de résoudre des problèmes, donc de la résolution de problèmes. Le plus connu, c'est un jeu, alors qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il est un peu vieux, mon ordinateur a du mal à le faire tourner et je le trouve pas très compréhensible comme ça au premier abord. Il faut vraiment y passer du temps pour commencer à comprendre comment il fonctionne. Mais le plus connu, c'est un jeu qui s'appelle Fold It. Fold It en anglais, ça veut dire repliez-le ou repliez-la, ça dépend de quoi on parle. Et c'est un jeu dans lequel on propose aux joueurs, on leur montre des grosses molécules, des grosses trucs qui représentent une protéine. Les protéines, c'est des énormes molécules qu'il y a dans les différents organismes vivants. Et ces grosses molécules sont repliées sur elles-mêmes. C'est très facile, la recherche, c'est très bien, la science, c'est très bien de quoi elles sont composées, ces molécules. Mais par contre, de savoir comment elles se replient sur elles-mêmes, c'est vraiment un problème dont les règles sont simples. C'est pas très compliqué de connaître les règles de comment ça se replie. Par contre, il y a plein de solutions possibles et ça peut être assez long et très difficile de trouver quelle est la façon de replier une très 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 grosse molécule la meilleure. Donc ils en ont fait un jeu qui s'appelle Fold It où on propose aux joueurs d'avoir la molécule devant eux, de connaître un peu les règles de comment ça se replie, et puis ensuite de jouer à comment je peux replier ce truc-là pour gagner le plus de points, c'est-à-dire en faisant le meilleur repliement possible. Et ça a l'air un peu bête comme ça, mais grâce à ce jeu, très vite, il y a notamment une protéine qui est impliquée dans je crois, il faudrait revoir les articles, mais dans le sida chez les singes, pas chez les humains, mais chez des singes. Il y a une protéine qui a enfin été comprise, alors que ça faisait des dizaines d'années qu'il y avait des équipes de recherche qui essayaient de jouer avec. Alors le lien, pareil, il va être dans le document, le Padlet qu'on vous transmet, qui est déjà en dessous de la vidéo, qu'on va vous renvoyer par mail après. Mais sinon, c'est très facile, hein, il suffit de taper Fold It sur votre barre de recherche et vous allez trouver très vite le truc. Voilà, fold.it. Celui-là, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous en montrer deux autres que j'aime bien. Je vais donc repartager mon écran. Alors, je vais vous en montrer un qui est en français, c'est bien aussi, parce que Fold It a aussi cet inconvénient qu'il est complètement en anglais. Alors, hop, c'est fait. Normalement, j'ai partagé. Il y a un premier jeu. Ah, ça marche pas. Alors, je vais repartager. Voilà. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Parfait. Ouais. Donc, un premier jeu qui a été développé à l'université de McGill au Canada et qui s'appelle Philo, comme vous pouvez le voir, là, c'est écrit. C'est un jeu où il y a un mode histoire où on vous propose un peu on vous donne les règles. Alors en gros, ce jeu, c'est pour aider la recherche en génétique, essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les différents ADN de différentes espèces qui ont des liens. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Il y a quelques semaines, on avait fait une animation sur quelque chose qui s'appelait un arbre phylogénétique qui donnait les liens entre différentes espèces. Et bien ça, c'est donc il y a de la recherche derrière qui essaye de comparer l'ADN des espèces qui sont voisines et essayer de comprendre quel morceau d'ADN a été modifié et correspond à quel morceau d'ADN dans d'autres espèces. Là, c'est un peu complexe, ça peut être très long de réussir à trouver les liens, mais finalement, les règles sont pas si compliquées. On peut en faire un jeu où on propose aux gens d'essayer de faire du mieux possible pour trouver les liens entre différentes séquences d'ADN. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, parce que je vais pas. Alors, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faudrait. Ah non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Il faudrait faire le tutoriel et on va pas avoir le temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire le tutoriel et à passer le temps dessus. Et là, je vous montre à quoi ça ressemble concrètement. Ah, il y a du son. Alors, moi, j'entends pas de son. Vous entendez du son? C'est parce que j'ai coupé le son de cet ordi. Non, c'est bon. Moi, j'entends pas. Par contre, mon ordinateur a un peu de mal à gérer Twitch, plus Skype, plus le jeu, plus d'autres trucs. Peut-être que je pourrais pas vous le montrer. C'est pas grave. Pour répondre à Killblocksy, après ce dernier jeu vidéo, on s'arrête. L'animation se termine dans moins de 5 minutes. En gros, là, c'est vraiment la fin.
Bon, du coup, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ça galère, c'est pas grave. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un œil à ce jeu. C'est vraiment une sorte de presque de Candy Crush version quand vous alignez les blocs, ça aide à résoudre un problème de génétique. Et si vous alignez mieux que tout le monde, et bien vous avez mieux résolu le problème que tout le monde. Un autre jeu, peut-être que je préfère, mais le problème c'est qu'il est vraiment en anglais. Je vous le montre juste rapidement. Est-ce qu'il s'affiche? Oui. C'est un jeu qui s'appelle Eterna. C'est un peu le même principe. C'est une autre molécule qu'on peut trouver dans les êtres vivants et qui s'appelle l'ARN. Une molécule d'ARN, c'est pareil, on connaît très bien leur composition. C'est très bien. Enfin, la recherche sait de quoi elles sont faites. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment elles se replient et comment elles se baladent, comment elle est concrètement, comment elle est repliée. Et en fonction de comment une molécule d'ARN est repliée, elle ne va pas avoir les mêmes usages, elle ne va pas avoir les mêmes utilités. Et surtout, si on veut agir médicalement dessus, on ne va pas pouvoir le faire de la même façon si elle est repliée comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou je ne sais pas comment. Donc, c'est important de savoir comment ces molécules se replient. Pareil, le lien, alors on pourrait vous le donner, mais on ne va pas pouvoir y jouer ensemble maintenant. Par contre, le lien va être dans le document, le Padlet, qu'on vous transmet après, et sinon, on peut vous l'envoyer là dans le chat, si vous voulez le retrouver pour après. Ce jeu, il a l'inconvénient d'être en anglais, donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est complètement inaccessible, et ça, c'est vraiment dommage. Si jamais vous maîtrisez l'anglais, je trouve que le jeu, il est bien parce qu'il explique vraiment les règles de pourquoi ça se replie comme ça, pourquoi il y a ça comme ça veut dire quoi. Et je trouve que non seulement on aide et on comprend pourquoi on aide à la recherche, mais en plus on comprend de quoi est fait le jeu. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, ça c'était quelques exemples. Clac, je vais revenir avec Maxime. Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai départagé l'écran? Oui. C'était juste quelques exemples de jeux. Alors, il y en a des centaines d'autres. Et donc là, on a fait un petit peu le tour. C'était notre but aujourd'hui, donc de faire un peu une activité de collecte avec vous, et puis de voir les différentes façons de faire de la recherche participative en jeu vidéo, et pour donner un petit peu un sens à ce mot participatif aussi. Donc si on récapitule un peu ce qu'on disait, on a vu des jeux qui sont orientés autour de la collecte de données. Il y a un projet de recherche qui a besoin de données. On a parlé aussi de choses qui sont de l'analyse de données. Donc là, vous verrez sur les sites qu'on nous a donnés, très majoritairement, enfin, il y a énormément de choses au niveau de l'espace. En fait, dès qu'on a un outil d'observation qui a beaucoup de données, et là, le point central, c'est que l'humain est bien meilleur que la machine dans des fonctions de reconnaissance de l'environnement, parce que notre cerveau est quand même très bien fait pour ça. C'est ce qui nous a permis de survivre. Donc, il y a une collecte, analyse de données et résolution de problèmes, où là, c'est les jeux un peu plus complexes qu'on n'a pas vu complètement. Mais vous pouvez vous y intéresser. La plupart, malheureusement, comme vous l'avez dit aussi dans le chat, sont en anglais. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment dommage. Si vous connaissez des jeux de recherche participative qui sont en français, n'hésitez pas à les partager dans le chat ou à nous les envoyer par mail. Et nous, on les partagera dans le document qu'on vous envoie, dans le Padlet, dont vous avez le lien là qui est dans le chat maintenant. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette animation. N'hésitez pas, du coup, à jouer à ces jeux. Là, évidemment, c'est assez frustrant de juste vous les montrer comme ça et de ne pas prendre le temps de vraiment y jouer. C'est des jeux qui sont vraiment faits pour qu'on y passe du temps. Des fois, il faut passer même une demi-heure, 3/4 d'heure à comprendre le tutoriel et les règles. Ça ne se fait pas comme ça en discutant en 5 minutes pendant l'animation. Mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à y passer du temps. Il y en a qui sont vraiment cool. Il y en a, franchement, c'est du Candy Crush, sauf que en même temps, ça fait progresser la recherche et donc tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Et donc merci d'avoir été là. On va se quitter juste sur un petit programme scientifique, comme d'habitude. Oui. La semaine prochaine, ce qu'on va vous proposer, nous, c'est une thématique sur les plis, le repliement. Donc, on aura lundi des rencontres avec des chercheurs sur ce thème-là. Ils vont travailler pour certains sur le repliement des protéines, pour d'autres sur comment on peut se plier une feuille, pourquoi elle se plie de telle façon-là, ou sur la peau. Donc, le repliement des protéines, c'est exactement la même problématique que celle dont on vient de parler, en lien avec les jeux de recherche participative. Donc, voilà. On aura mercredi une collaboration avec une association qui s'appelle Animat et qui fait aussi de la médiation scientifique sur Internet,
avec une première partie, là, exceptionnellement, mercredi, qui commencera à 16h et pas 16h30, de 16h à 17h, et qui enchaînera avec des intervenants d'Animat qui nous parleront des mathématiques qui sont derrière ce que l'on fait. Et avant que tu veuilles rajouter quelque chose, Paul, on va pouvoir s'arrêter là, sachant que quand on ne verra plus nos visages, il y aura le programme de la semaine de toutes les structures, toutes les assos qui font des choses en médiation scientifique. Oui. Alors si oui, quand même une chose à rajouter, c'est qu'on a parlé de ce qui se passe la semaine prochaine, mais on vous a pas dit ce qui se passe encore cette semaine parce que on n'est pas encore vendredi, la semaine n'est pas terminée. Ce vendredi, il y aura une animation à 16h30 avec Arnaud et Clémentine, toujours sur le thème de la recherche participative puisque c'est le thème de cette semaine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à participer. Si Clémentine, tu veux faire passer une information dans mon oreillette sur l'information, sur l'animation de vendredi, c'est le moment. Peut-être donc pas d'informations supplémentaires. Et il n'y aura pas besoin de créer de compte cette fois-ci. Vous pourrez tout faire ensemble sans compte. Je vois qu'il y a des thermomètres qui marchent, c'est cool. Ouais, et pour répondre à Emma Virginie pour Animat et ce qu'on fera la semaine prochaine, que Clémentine me confirme dans l'oreillette, mais je pense qu'il y aura du bricolage et du découpage au début, et donc clairement accessible assez tôt. La partie consultation, ce sera accessible dès 8-9 ans, je pense. C'est ça, hein? Ouais. La deuxième partie avec l'association Animat, il faudrait voir avec eux. Il se donne comme objectif de rendre ça le plus accessible possible. Et il faut amener quoi comme matos? Je ne sais pas encore. On verra. On vous dira par mail si vous êtes inscrit. Alors, et pour être tenu au courant de tout ça, comme d'habitude, la newsletter de l'ESPGG et quoi d'autre, Paul? Et si jamais, oui, vous pouvez regarder sur notre site internet espgg.org. C'est là qu'il y a toutes les informations sur Confine ta science. Si vous avez suivi cette animation et que vous n'étiez pas inscrit, alors on ne va pas pouvoir vous renvoyer de mail parce qu'après chaque animation, on envoie toujours un mail pour récapituler où sont les différentes ressources que vous pouvez explorer si ça vous a intéressé. Donc si jamais vous avez suivi cette animation, vous êtes intéressé pour recevoir notre mail d'après animation, eh ben, envoyez-nous un mail sur confinetascience@gmail.com. L'adresse mail va arriver là normalement dans le chat. Vous nous envoyez un mail et nous on vous renverra celui de bilan d'animation. Et vendredi, non, ça ne sera pas sur les jeux vidéo, ça sera sur la recherche participative, mais sans jeux vidéo cette fois-ci, parce que ça ne se fait pas que avec des jeux vidéo, et vous verrez vendredi comment. Voilà, si vous aimez la culture scientifique, comme l'a dit Maxime, on se quitte en vous mettant un agenda qui vous présente toutes les différentes initiatives qui peuvent se faire sur Twitch ou en tout cas en live sur Internet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher, à vous connecter, à regarder ça aussi. Et en toute dernière chose, je vais mettre dans le chat le lien vers le Padlet, vers les ressources, parce que je me rends compte que celui qui est en dessous de la vidéo, c'est pas du tout le bon. Ah. Donc je vais mettre celui qui concerne notre animation. Et est-ce que le Padlet qu'on a mis dans le chat, c'était le bon? Très bien. Donc le Padlet que vous avez n'est pas le bon. Je ne sais pas pourquoi. On va vite aller le chercher. Parce que quand je clique dessus, c'est le bon. Ah bon? Ok, très bien. C'est juste dans son nom que ça me perturbait un peu. Bon, bah c'est bon.